Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne, le forum du studio Kalangu. Le thème d'aujourd'hui porte sur les accidents vasculaires cérébraux AVC, quelle prévention est prise en charge. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, 15 millions de personnes font un accident vasculaire cérébral, parmi lesquels 5 millions meurent et 5 millions souffrent d'une invalidité permanente. D'après les résultats de recherche publiés dans le livre intitulé « Les AVC au Niger, aspects épidémiologiques, cliniques, paracliniques et thérapeutiques », il ressort que l'AVC demeure toujours une maladie des personnes âgées car la tranche d'âge la plus touchée est celle comprise entre 56 ans et 65 ans. Qu'est-ce qu'un accident vasculaire cérébral AVC et quelles sont les causes? Quels moyens de prévention contre cette maladie? Comment se fait la prise en charge de cette maladie? Pour avoir des réponses à ces questions et bien d'autres, nous avons invité M. Diallo Mahamadou Ali. M. Diallo Mahamadou est victime d'un accident vasculaire cérébral. Abchar Yakouba est membre du syndicat unique de la santé et de l'action sociale SUSAS. Et Seydou Moussa Youssoufa, les médecins internistes. Merci donc à nos invités d'être venus dans ce forum. Je suis Fatih Zakari à la présentation. Dans cette première partie de notre forum, nous allons parler de la situation AVC au Niger. Je commence par M. Seydou Moussa Youssoufa. Vous êtes un médecin interniste. Qu'est-ce qu'un accident vasculaire cérébral? Merci beaucoup. Tout d'abord, je remercie le studio Kalangu pour nous donner cette occasion vraiment de parler de ce sujet qui est assez important, qui est vraiment un problème de santé publique, qui nous cause beaucoup de problèmes au quotidien. En fait, un AVC ou accident vasculaire cérébral est un accident ou un problème de santé qui survient lorsque un caillot de sang au niveau du cerveau est bouché. Donc, quand un caillot de sang au niveau des vaisseaux, au niveau cérébral, est bouché, ou bien quand un vaisseau se rompt, ce qui survient par la suite, c'est qu'une partie du cerveau ne reçoit plus de sang. Donc, cette partie du cerveau qui ne reçoit plus du sang se retrouve non fonctionnelle. La conséquence, on la connaît tous, c'est une paralysie de la partie du cerveau qui n'est pas fonctionnelle. Et ce qui est constaté le plus souvent, c'est ces malades qui se retrouvent avec une paralysie d'un côté ou d'un membre et parfois avec des troubles du langage. Donc, c'est d'une manière ramassée comment on peut expliquer ce que c'est qu'un AVC. Et quels sont les différents types d'AVC qu'on rencontre? Le plus souvent, en fait, on a deux types d'AVC. On a ce qu'on appelle l'AVC ischémique, qui est dû à la survenue d'un AVC suite à une obstruction d'un vaisseau du cerveau, au niveau du cerveau. Donc là, c'est un vaisseau qui est obstrué. Donc ce qui est en amont n'est pas irrigué. Ça, c'est l'AVC dit ischémique. Et ensuite, on a l'AVC dit hémorragique, qui est dû à une rupture d'un vaisseau sanguin, toujours au niveau du cerveau, qui se caractérise par une hémorragie au niveau du cerveau, qu'on appelle l'AVC hémorragique. D'accord? La répartition, c'est que très souvent, on a la majorité des AVC, pratiquement 80% des AVC sont des AVC ischémiques, donc dû à une obstruction d'un vaisseau sanguin au niveau cérébral. Dans les 20 autres pourcents des cas, très souvent, c'est la forme hémorragique qui est due à l'hémorragie au niveau du cerveau. Voilà. Et quels sont les plus fréquents ici au Niger? On n'échappe pas à la règle. C'est toujours très souvent les AVC ischémiques qu'on a assez souvent.
D'accord. Comme d'une manière générale, on est toujours aussi dans ces proportions-là, plus ou moins. Monsieur Diallo Mohamedou Ali, on dit que l'AVC ne survient que lorsque la maladie a atteint un stade avancé dans l'organisme. C'est en ce moment qu'apparaissent les symptômes. Est-ce vrai? Ça, je ne peux pas vous le dire parce que, en ce qui me concerne, ça a été une surprise. Je suis allé signer un papier et ma main ne commandait plus. Les 10 minutes qui suivent, c'est le pied et c'est tout le côté. Et tout d'un coup, j'étais paralysé. J'ai appelé quelqu'un qui est venu me prendre et on m'a amené à la clinique. Comme il fallait faire un scanner et tout le protocole, ça a duré. Je suis parti à la clinique vers 14 h et ce n'est qu'à 18 h on a conclu qu'il s'agit d'un AVC. Et c'est à partir de 18 h on a commencé à me mettre le sérum. Voilà en ce qui me concerne. Docteur, c'est à vous que je devrais poser donc cette question. Quels sont les symptômes qui permettent donc de déceler l'AVC? En fait, comme je l'ai dit tantôt, les symptômes courants les plus connus, c'est comme vient de dire M. Diallo, c'est la paralysie. Donc c'est un patient très souvent qui est connu avec ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaire, qui se retrouve paralysé d'un coup. Comme il vient de le dire si bien, comme il vient de donner son exemple personnel, son vécu personnel. Donc le plus souvent, c'est une paralysie d'un côté, avec parfois une paralysie du visage qui se retrouve un peu déformée. Deux fois, un problème au niveau du langage, la personne est incapable de parler ou bien ne parle pas correctement. Il émet des sons mais qu'on ne comprend pas ce qu'il dit. Il y a des situations particulières. Des fois, c'est juste un membre, le bras supérieur ou le bras inférieur qui est touché, qui se retrouve paralysé. Donc, le plus souvent, c'est ces situations-là qui amènent le malade à consulter. Bon, à l'examen physique, quand on fait nos examens physiques, le médecin fait son examen. Oui. Il conclut à une suspicion d'AVC et c'est là où, pratiquement, le scanner est incontournable pour vraiment poser le diagnostic de l'AVC. Donc, il faut faire un scanner pour voir au niveau du cerveau, est-ce que c'est un vaisseau qui est bouché ou bien il y a une rupture d'un vaisseau donnant lieu à une hémorragie. Alors, Monsieur Seydou Moussa Youssoufa, vous êtes médecin interniste. On dit souvent que l'AVC ne survient que lorsque la maladie a atteint un certain stade. Est-ce vrai? Bon, là, c'est vrai que c'est une évolution chronique d'une maladie. Mais il faut faire attention, il y a une certaine nuance. C'est quoi la nuance? C'est que très souvent, ce qu'on appelle les facteurs cardiovasculaires tels que l'HTA chez nous, ou bien le diabète, ou bien l'obésité, c'est la personne est déjà souffrant. Parce que l'HTA, par exemple, c'est une maladie sournoise. La personne a son hypertension artérielle depuis des années, sans un signe. Ou bien que la personne a négligé. Donc, du coup, l'évolution peut faire en sorte que la personne ne sait pas, mais la maladie a déjà évolué. Et du coup, on se retrouve devant un AVC, comme pour le cas de M. Diallo, qui survient de manière brutale. Et c'est à la suite de cet AVC-là qu'on se rend compte que il est hypertendu. Donc, il avait déjà les facteurs de risque, mais du fait de l'absence d'un suivi régulier dans nos contextes, donc on est passé à côté depuis des années. Donc, avant de donner la parole à Al-Bachar Yakouba, je reviens vers vous, Diallo. Donc, Mahamadou, vous avez été victime d'un AVC. Dites-nous comment avez-vous vécu cette maladie? C'était d'abord pour moi une surprise, parce que je vous disais que je ne me sentais pas malade. Et c'est arrivé tout d'un coup. Imaginez-vous que vous quittez la maison le matin en forme et que vers 10 h vous vous retrouvez paralysé. C'était vraiment une surprise. Le premier truc, c'était vraiment la surprise pour moi. Et quand j'ai quitté le Niger pour aller en Tunisie, et le médecin tunisien qui m'a suivi, c'était un professeur Ahmed. Le professeur Ahmed m'a dit que si seulement ma prise en charge
le temps que j'ai donné de 14h à 18h, il me dit que vous aurez moins de séquelles si la prise en charge avait été rapide. Mais malheureusement, ce n'est jamais rapide ici. Si vous devrez aller faire un scanner et autres, toutes les visites, vous ne les avez pas tout de suite. Il faut que ça prenne du temps. Et ce problème-là est récurrent dans nos unités médicales. C'est après ma maladie que j'ai constaté beaucoup de choses auxquelles je ne faisais pas attention dans le temps. Il y a beaucoup de lenteur pour la prise en charge. La deuxième chose que j'ai appris des médecins tunisiens, c'est que la simple aspirine, quand on constate, on doute que c'est un AVC, vous prenez la simple aspirine, ça peut vous aider d'aller jusqu'à la complication. Donc, c'est ce que je peux ajouter comme témoignage. Merci, M. Diallo. Al-Bachar Yacouba, vous êtes un membre du SUSAS. Donc, vous œuvrez donc, dans le domaine de la santé. Avez-vous fait une étude sur cette maladie qui prend de plus en plus d'ampleur à travers le monde et dont le Niger ne fait pas exception? Non, pas véritablement. Vraiment, nous n'avions pas fait d'études par rapport à l'AVC. C'est des constats à travers les consultations de routine qu'on fait, à travers les partages d'informations qu'on a avec les parents et l'entourage. Et on peut aussi savoir les régions les plus touchées par cette maladie. Tout ce qui est sûr, quand vous prenez les gros centres de santé comme l'hôpital national de Niamey, comme l'hôpital national Amirou Diallo, vraisemblablement, on a beaucoup de cas d'AVC parce que c'est des services de référence où lorsque la périphérie essaie son premier coup et que les résultats ne sont pas bons ou ne sont pas probants, ils sont obligés de référer vers ces centres-là. Et j'avoue que c'est vraiment un défilé souvent dans certains services comme le pavillon A, comme le pavillon de la francophonie et les autres services de médecine. On voit vraiment un engouement assez énorme de personnes d'un certain âge vraiment qui font un défilé sur les bancs d'attente pour voir le médecin pour ces cas de consultation. Quelles sont donc les actions menées par votre structure contre cette maladie, contre l'AVC? Alors, les actions que nous menons, c'est des actions d'ordre général. Nous, notre souci, c'est l'amélioration de la qualité des soins. Nous venons de sortir à peine, il y a 10 jours de cela, de la région de Zender, de Maradi, comme de Dosso par rapport à des sensibilisations pour que les personnes dont nous avons la charge de soigner soient éduquées de manière à ce qu'il y ait moins de cas de morbidité ou de mortalité par rapport surtout à ces maladies chroniques. Et vraiment, c'est une vie d'ensemble, ce n'est pas de manière spécifique par rapport à telle ou telle maladie, mais j'avoue que les maladies chroniques comme l'hypertension artérielle, comme le diabète, sont des maladies sur lesquelles il faut faire beaucoup attention. Parce que de plus en plus, les sujets qui sont atteints par ces dernières deviennent de plus en plus nombreux et il faut qu'il y ait un diagnostic sérieux, un bon échange entre le malade et le prestataire pour déceler cela afin que les risques comme l'AVC soient vraiment amoindris. Docteur Seydou Moussa Ayoussoufa, les AVC attaquent très souvent les personnes âgées et nous avons aussi constaté que les adolescents sont aussi victimes de cette maladie. Qu'est-ce qui fait ça? En fait, d'une manière générale, les AVC, le plus souvent chez les personnes âgées, c'est dû à la présence de ces facteurs de risque qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaires. D'accord? Mais il n'y a pas que l'HTA ou le diabète ou l'obésité qui peuvent entraîner des AVC. D'accord? Il y a d'autres maladies telles que les atteintes valvulaires qui peuvent donner des AVC. Donc il y a certaines maladies de cardiopathie congénitale qui peuvent donner des AVC. En fait, le plus souvent, les personnes âgées, quand elles font leur AVC, très souvent, c'est dû à ces facteurs de risque cardiovasculaire. Les personnes jeunes, c'est vrai qu'il
il y a des personnes jeunes qui ont toujours ces facteurs de risque cardiovasculaire. Parce que la tension, par exemple, on constate que de plus en plus, le problème de l'hypertension artérielle, on a à des âges un peu plus jeunes. Donc, ce malade-là rentre aussi dans le même tableau des facteurs de risque cardiovasculaire. Mais il y a certains jeunes que ce n'est pas dû à l'HTA ou il y a d'autres maladies qui peuvent être la cause de l'AVC, telles que les valvulopathies, les malades qui ont des maladies cardiaques avec les valvules qui ne fonctionnent pas bien. Il y a certaines maladies, telles que des maladies des systèmes, qui se caractérisent par un trouble de la coagulation sanguine dans l'organisme, où un caillot peut vite se former et être envoyé au niveau du cerveau pour bloquer. Donc, il y a plusieurs autres facteurs de risque que la tension et le diabète ordinaire. Et docteur, et le stress? Le stress entraîne l'HTA. Le stress, ça fait augmenter la tension parce que le stress, je ne vais pas rentrer beaucoup dans la physiologie, mais le stress, ça fait entraîner, ça fait monter la tension. Et que dit tension qui monte, on s'attend derrière à ce problème d'HTA. Merci, docteur. Je peux revenir un peu, rebondir sur quelque chose qu'il a dit, si vous permettez. Oui, allez-y. C'est par rapport à l'aspirine dont il a parlé tantôt. En fait, l'aspirine, on le donne tôt, même ici, mais il a parlé de quelque chose d'important, qui est la lenteur. Cette lenteur est due au fait que les moyens de prise en charge. Vous ne pouvez pas donner l'aspirine tant que vous n'avez pas le scanner. Parce que l'aspirine, si il y a un AVC hémorragique et que vous donnez l'aspirine, vous compliquez le tableau. Vous créez plus de problèmes. Alors que si c'est un AVC ischémique, l'aspirine aide. D'accord, docteur, nous allons revenir sur cette question. Le temps donc de passer la parole à Diallo Mahamadou. Quelles sont les difficultés et comment arrivez-vous à les surmonter? Les difficultés sont énormes. D'abord, par rapport aux médicaments. C'est des médicaments qui coûtent cher et c'est des médicaments à vie. C'est des médicaments à vie. Donc, la principale difficulté là, c'est les médicaments. La deuxième difficulté là, c'est la discipline alimentaire. On vous dit il ne faut pas manger ça, il ne faut pas manger ça, il ne faut pas manger ça. Or, en Afrique, et notamment au Niger, c'est difficile de se soustraire de la popote familiale. On ne peut pas faire un repas particulier par rapport à telle ou telle personne et de façon régulière. Et souvent même, ce n'est pas tout le monde qui a le choix des repas. Bon, tu trouves le repas que tu trouves, tu manges si tu n'as pas les moyens assez de moyens. Alors, je crois que c'est ça les deux difficultés, c'est-à-dire la discipline et les médicaments et le suivi. Nous entamons donc à présent la deuxième partie de ce forum consacré à la prise en charge de l'AVC. Monsieur Al-Bachar Yacouba, vous êtes aussi médecin de formation. Et quelles sont les conséquences d'un AVC? Les conséquences d'un AVC, le doyen l'a si bien dit, celui qui l'a vécu l'a dit. Vraiment, c'est un sujet apparemment en bonne santé, qui tout de suite n'arrive pas à se mouvoir convenablement comme il en a l'habitude, eh bien, il va y avoir une paralysie des membres. Souvent, le plus souvent, c'est le membre supérieur. Ça peut être tout le côté. Eh bien, vous comprendrez aisément que c'est difficile d'utiliser cette main pour les activités quotidiennes ou bien de se déplacer à volonté. Donc, voilà une des conséquences qui est vraiment dramatique parce que ça met le sujet dans une situation de dépendance où vous n'êtes pas à mesure vous-même de faire les activités que vous avez l'habitude de faire sans demander l'aide de quelqu'un. C'est une conséquence sociale lourde. J'ai mon véhicule que je conduis aisément. Je le conduis, j'arrive à la banque pour signer mon chèque. Voilà que je ne peux plus reconduire pour aller à la maison. J'avoue, celui qui est très fragile peut être
vraiment, il va être plus sonné parce qu'il n'arrive pas à comprendre cela. Souvent, comme on dit, c'est la pierre qu'on dépose sur le cœur. Pour accepter cela en tant que religieux, on n'a pas le choix. Et vous n'êtes pas sans le savoir. Dans une famille, lorsque le père, le plus souvent, ou la mère, qui est le pilier ou qui sont les piliers de cette famille, se trouve dans une situation de ce genre, les conséquences sont fâcheuses. Beaucoup d'entre nous, il faut qu'ils se réveillent le matin pour tourner à gauche, à droite, pour assurer le quotidien. Et si cela n'arrive pas, j'avoue que ça va tout de suite se sentir par tous les éléments de la famille. D'où il faut bien que nous nous forcions de connaître quelles sont les raisons qui nous amènent à faire un AVC, qu'est-ce que nous devons faire pour y remédier, pour un peu parler de la lenteur qui est dans nos services de santé quand il s'agit de la prise en charge. À présent, monsieur Seydou Moussa, vous êtes médecin interniste. Quelles autres conséquences peuvent engendrer l'AVC? D'abord, c'est les conséquences pour la personne même qui se retrouve paralysée, donc incapable de faire ses activités. Les conséquences, l'impact social autour de la famille. Parce que, par exemple, si c'est une personne qui est active dans la société, elle se retrouve dans une incapacité, il faut une tierce personne pour l'aider. Donc, il y a une deuxième personne qui se retrouve coincée, excusez-moi du terme, à le gérer, qui ne peut plus faire les activités. Et il y a toute la famille, si c'est un chef de famille, il y a toute la famille qui se retrouve avec les conséquences. Et au-delà, il y a la société ou le pays qui se retrouve avec une main valide de moins. Donc, voilà, ça fait un impact aussi sur le pays tout entier. D'accord? Donc, vraiment, l'AVC, ce n'est pas seulement une personne, c'est tout un pays qui est touché. Si une personne fait un accident vasculaire cérébral. Voilà. Est-ce que les malades atteints d'AVC peuvent recouvrir leur santé? Oui, bien sûr. Il a un peu ébauché la question. Santé par rapport à la paralysie. Une prise en charge précoce et efficace peut permettre vraiment la récupération. En fait, actuellement au Niger, on est assez avancé, seulement il y a un problème de moyens qui se pose. On est capable, si l'AVC est diagnostiqué tôt, dans les heures qui suivent, de faire une thrombolyse. C'est-à-dire que si c'est un caillot qui est parti boucher, on peut faire le traitement pour détruire ces caillots-là, le détruire, et donc irriguer la partie du cerveau qui n'est pas irriguée. Actuellement, c'est possible, mais ça a un coût vraiment énorme. Il y a un circuit qu'on est en train d'essayer de mettre en place pour que ça soit connu de tout le monde. D'accord? Donc, si c'est fait dans les heures qui suivent et que la personne se présente à l'hôpital, on a pu prendre en charge. Normalement, donc, la récupération est vite faite. Maintenant, la difficulté, c'est les autres cas où c'est un peu difficile. Il y a tout un retard. Le délai est dépassé. En ce moment-là, on se contente de gérer le facteur de risque. Et ensuite, il y a la kinésithérapie qui va suivre. Certains malades récupèrent par la kinésie, d'autres non. C'est une réponse qui reste aléatoire. Donc, individuellement, chacun évolue de manière différente par rapport à l'autre. Quels sont les services sanitaires indiqués pour la prise en charge des cas? En fait, le premier service le plus indiqué, c'est le service de neurologie. On a un service de neuromédical à l'hôpital national de Niamey, et à l'hôpital régional de référence et à l'hôpital Amir Diallo de ex-hôpital Lamordé. Ensuite, en dehors de ces services-là, parce que l'AVC, c'est une maladie multifactorielle, il y a les autres services, il l'a si bien dit, les services de cardio prennent aussi en charge, les services de médecine interne aussi prennent en charge. Est-elle gratuite, cette prise en charge? Ça, vous posez la bonne question. Non. La prise en charge n'est pas gratuite et c'est ça qui cause principalement le problème, parce qu'il l'a dit, tout à l'heure, devoir prendre en charge, devoir gérer ou acheter régulièrement des médicaments à vie pour une personne qui se retrouve dans l'incapacité de travailler deux fois,
qui doit être aidé ou soutenu par une tierce personne, vous voyez le problème. S'il faut devoir payer, même si, je ne dirais pas même si, il faut devoir payer 5 000, 10 000 par mois, toute une vie, même si c'est quelqu'un qui vous donne régulièrement, au bout d'un an, elle va se fatiguer. Hein. C'est vraiment, il faut être honnête, c'est vraiment, c'est pas pris en charge et on comprend certaines situations. Voilà. Al-Bachar Yacouba, quelle est votre appréciation de la prise en charge de l'AVC dans les centres de soins au Niger? Bon, l'appréciation que nous allons faire est une appréciation mitigée. Si les conditions étaient réunies, les ressources humaines en quantité suffisante, les moyens financiers au rendez-vous, le matériel est là. Là, en ce moment, on pourrait faire une appréciation, mais j'avoue, dans un contexte où, je m'excuse du terme, tout manque, il est difficile qu'il y ait une appréciation positive. Seulement, il faut faire avec. Vraiment, il faut faire avec. Il y a une chose qui me tient à cœur avant que je n'oublie. Quand l'ancien a parlé de l'aspirine, le docteur a bien expliqué. Maintenant, pour que les auditeurs puissent en profiter de cela, voilà ce que je vais ajouter. L'aspirine, comme on dit, c'est un agrégat plaquettaire. Ça empêche au sang de se coaguler. Donc, comme il y a un caillot qui peut boucher un vaisseau, quand nous prenons l'aspirine, ça va faire en sorte que le sang soit plus fluide et que ça circule facilement. Maintenant, le revers de la médaille, c'est que l'aspirine est un anti-inflammatoire non stéroïdien qui, lorsque vous avez une hémorragie, ça l'empêche de s'arrêter. Voilà un peu la difficulté. Voilà la difficulté. Maintenant, ce n'est pas l'aspirine au terme du comprimé aspirine, comme l'appellent les Américains, on les appelle les bébés aspirine. C'est des petits comprimés qui sont contenus dans une boîte que j'ai vue de 385 comprimés. Ça veut dire que vous avez un comprimé à prendre tous les jours. Maintenant, chez nous, ce qu'on fait, on divise le comprimé de 500 mg en 4, un quart de comprimé. Parce que quand vous prenez un comprimé d'aspirine, ça peut vous donner, réveiller votre ulcère. Si vous avez un problème hémorragique, ça va le faire davantage. Donc, c'est un peu ça, cette utilisation d'aspirine. Je pense qu'on ne peut pas soi-même, parce qu'on est hypertendu ou on a un AVC, décider de le prendre. Il faut se référer aux spécialistes pour qu'ils puissent nous dire véritablement quelle est son utilisation. Voilà. Vous parlez tout à l'heure des insuffisances de la prise en charge. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont ces insuffisances? Les insuffisances, j'ai parlé d'abord des moyens humains. Il n'est pas évident que dans tous les services, il y a le nombre de médecins spécialistes nécessaires pour prendre en charge tous les malades qui viennent pour les cas d'AVC. Il n'est même pas évident que nous ayons un simple petit appareil pour faire l'électrocardiogramme dans tous les services. Même s'il est là, il n'est pas toujours fonctionnel. Même s'il est fonctionnel, peut-être que l'agent qui est là n'est pas à la 24 heures sur 24 heures. Ça va avoir un retard dans la prise en charge. Et les moyens, j'avoue que ce n'est pas tous les hôpitaux qui ont assez de moyens pour veiller, pour dire ça c'est un cas d'AVC, c'est une urgence, ou si on ne le prend pas en charge dans les heures ou dans l'heure qui suit, voilà ce que ça va devenir. C'est ça. Oui, Al-Bachar Yacouba, que faut-il faire pour améliorer la prise en charge des malades et réduire la souffrance des malades? Pour améliorer la prise en charge des malades, l'État, c'est la force publique. Moi, je pense que l'État a un devoir de doter tous les services des moyens humains nécessaires, suffisants, et du matériel pour que les gens puissent faire le travail au grand bénéfice de la communauté. C'est vrai, aujourd'hui, la santé, ailleurs, autant on économise pour acheter une maison, autant on économise pour acheter un véhicule, ce que nous, au Niger, on ne le fait pas. Autant chaque citoyen doit se dire, et la santé et la maladie se suivent, comme on dit. L'être humain, il vit sur un continuum santé-maladie. Aujourd'hui, je suis en bonne santé, demain, je tombe malade. Eh bien, pour prévenir cette maladie qui, incessamment ou inévitablement va venir, je dois mettre de côté quelque chose pour que lorsque cela doit arriver, je ponctionne dans ça pour subvenir à ce besoin, bien entendu, de recouvrer ma santé. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. J'avoue, même nous, agents de santé, on banalise tellement les choses. La simple plaquette de paracétamol qu'on peut avoir tout de suite, on la néglige souvent, on court chez l'établi pour chercher.
C'est dire que vraiment, ça, c'est de notre culture de penser que la maladie, on va gérer quand elle vient. Seydou Moussa, vous êtes médecin interniste. Que faut-il faire pour améliorer la prise en charge de l'AVC et réduire la souffrance des malades? Principalement, la prise en charge, c'est vraiment les moyens humains et techniques et matériels pour aider le personnel et le malade à être bien pris en charge. Tantôt, on avait parlé du scanner. Je vous donne juste un exemple. Oui. Tantôt, on avait parlé du scanner. Alors, ils sont combien sont les régions qui ont un scanner au Niger? Plus de la moitié n'en ont pas. Et aujourd'hui, c'est le centre. Ça commence par ça, la prise en charge d'un AVC. Parce que il faut faire attention. On peut avoir une paralysie d'un côté sans que ça soit un AVC. Il y a d'autres maladies qui peuvent donner ça, sans que ça soit un AVC. Donc, du coup, nécessaire de faire le scanner. C'est vrai que quand on est dos au mur ou dans certaines situations, certains médecins spécialisés peuvent, en fonction du tableau clinique, la présentation du malade, essayer de voir ça tire plus vers un AVC ischémique ou vers un AVC hémorragique. Mais le fait est que pour vraiment être situé sur le scanner. Alors, quand vous avez des médecins qui sont dans des régions où il n'y a pas de scanner, vous voyez la difficulté. Vous voyez même l'aspirine dont on parlait tout à l'heure, vous allez vous retrouver avec un patient qui n'a pas le moyen d'être évacué dans un centre où il y a le scanner pour être situé. Alors, comment va se faire la prise en charge? Et là, tantôt, j'avais parlé de prise en charge très rapide dans les heures qui suivent. Même si la personne a le moyen, quel que soit son niveau, il faut qu'il soit là dans les heures pour faire le scanner afin une prise en charge à temps pour prévenir. Donc, tout ça, là, c'est des problèmes, c'est des limites qu'on a. Et ça, vraiment, moi, j'ai été médecin à l'intérieur du pays. Je l'ai vécu pendant 2 ans. Des difficultés où je me retrouve avec des malades qui ont un tableau clinique d'AVC. Et que je n'ai vraiment pratiquement pas le moyen. Même à Niamey, on n'a pas assez de moyens pour prendre en charge. Donc, c'est vraiment extrêmement difficile pour aider. Je pense que l'État doit faire davantage d'actions pour la prise en charge. Je parle bien de la prise en charge. Parce qu'il y a la prévention, il y a l'accès, le côté prévention sur lequel il faut agir encore. Je pense que on va revenir là-dessus. Mais vraiment mettre à la disposition du personnel soignant ou bien des hôpitaux, de ressources humaines et matérielles, vraiment en quantité et en qualité suffisante pour une bonne prise en charge. Et si possible, prendre en charge certaines choses par rapport à la prise en charge des malades. L'AVC, pourquoi? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le scanner, c'est la pierre angulaire. Pourquoi ne pas le rendre gratuit? Au moins, c'est des pistes qui peuvent aider. Si j'ai un malade chez qui je suspecte un AVC, est-ce que je peux? Parce qu'on a rendu gratuit plusieurs autres pathologies. Et là, tout à l'heure, je disais que l'AVC a un impact économique sur le pays. Bien sûr. Donc, du coup, prendre en charge rapidement, ça permet de ne pas rentrer dans ces cercles vicieux-là. C'est l'État qui gagne. Ce n'est pas seulement l'individu ou bien le malade, c'est l'État qui gagne. Donc, aller dans ce sens-là, c'est des pistes pour moi. Merci à M. Seydou Issouf. Diallo Mahamadou, selon vous, que faut-il faire pour améliorer la prise en charge et réduire la souffrance des malades? La prise en charge, comme l'a expliqué le technicien, c'est d'abord des moyens humains au niveau de l'autorité, des moyens matériels et des moyens financiers de la part du patient. Mais à l'endroit de notre personnel de la santé, il faut ajouter aussi un problème de volonté. Vous pouvez être là en train de souffrir. Je vous assure, dans nos hôpitaux, les gens sont là et les techniciens de santé s'occupent de leurs affaires, tout bonnement. J'ai été moi-même victime. J'ai amené une fille
de 6 mois. Et je suis arrivé, celui qui m'a recommandé, même je l'ai rencontré à l'hôpital. Je suis arrivé à l'hôpital à 6 heures. On me dit qu'il faut attendre 7h30 pour que les gens arrivent. Les gens sont arrivés à 7h30, sont occupés de ceci, de cela. Et ma fille qui était dans le coma n'a été prise en charge qu'à 11h. J'étais à l'hôpital depuis 6h. Voilà. Merci Diallo Mahamadou. Monsieur Seydou et Al-Bachar et Yacouba, que fait votre structure dans ce sens, améliorer la prise en charge? Oui, l'amélioration de la prise en charge, c'est le devoir de tous les citoyens, parce que tout le monde est victime de manière directe ou indirecte. Je le disais tantôt, nous avions fait récemment une campagne de sensibilisation dans le cadre de la prise en charge des patients, vraiment de l'amélioration de la qualité, comme il vient si bien de le dire. Nous sommes conscients que tout n'est pas rose à la santé. Vraiment, nous ne sommes pas tous au rendez-vous. Certains de nous, comme on dit, c'est des brebis galeuses, ils ont un comportement qui fâche. Pour cela, en tant que structure qui regorge en son sein beaucoup de militantes et de militants, nous avions estimé que, comme on dit, le linge sale se lave en famille. Vraiment, ce que les gens disent si bas, nous allons venir vous le dire si haut pour que vous preniez les dispositions nécessaires. Parce que là, le monde change. C'est vrai, au Niger, on a l'habitude de dire c'est Dieu, Allah est KO. Mais j'avoue que les gens vont arriver à un stade où on ne va pas continuer à dire ça. Parce que si on constate une négligence dans la prise en charge, un retard, eh bien, les gens sont éveillés. Aujourd'hui, sur le net, il suffit de cliquer, tu vas être aussi informé, je ne dirais pas comme le spécialiste, mais tu vas avoir beaucoup d'informations. Donc, cela nous amène vraiment en tant que syndicaliste, en tant que responsable de ces travailleurs-là, dans le cadre de la protection sociale, vraiment, il faut qu'on se réveille, comme on dit, pour essayer de se faire violence sur soi, afin d'être à l'attente des clients pour lesquels nous sommes payés. Ça, vraiment, c'est notre devoir de tous les jours. Et même à partir du 14 prochain, nous allons sortir dans les autres régions pour passer le même message. Parlons donc à présent du troisième partie de ce forum des mesures préventives. Je commence par Seydou Moussa. Quelles sont les mesures préventives qui peuvent être adoptées contre l'AVC? Merci. Comme on l'avait dit dès le début, l'AVC, parler d'AVC sans parler de facteurs de risque cardiovasculaire, c'est impossible. Donc, la prévention de l'AVC passe par la prévention ou la prise en charge de ces facteurs cardio de risque vasculaire. En fait, techniquement, c'est quoi le facteur de risque cardiovasculaire? En fait, on appelle facteur de risque cardiovasculaire des situations où, quand vous êtes dedans, dans ces situations-là, on pense que vous avez un risque d'avoir soit une maladie cardiaque ou une maladie des vaisseaux. Et parmi les maladies des vaisseaux, c'est trop l'AVC. Donc, la meilleure prévention ou bien la meilleure prise en charge, c'est la prévention. Donc, quand vous êtes dans ces situations-là, il faut prendre en charge normalement ces facteurs de risque cardiovasculaire. En tête de liste, l'hypertension artérielle, communément appelée la tension chez nous. Donc, le plus souvent, on a des malades, soit par souci des moyens, ou des soucis de croyances, ou je ne sais pas quel terme utiliser, se retrouvent avec leur pathologie qu'ils ne suivent pas. Qu'ils ne prennent pas, excusez-moi du terme, qu'ils ne prennent pas au sérieux. Ils s'adonnent à des pratiques, ils jettent leurs médicaments, ils ne sont pas suivis par les agents de santé. Ces malades-là sont à fort risque de développer un AVC. Les malades diabétiques, qui ne sont pas régulièrement suivis, qui ne suivent ni régime, qui ne font pas d'exercice physique, qui ne prennent pas leurs médicaments, sont à fort risque de développer. Les malades, chez nous, on a cette fâcheuse habitude ou coutume qui constate à penser que plus on est gros et ventru, plus on est en bonne santé ou bien on a les moyens. Or, malheureusement, c'est aussi un facteur de risque. Ça expose à faire des AVC. Donc, du coup, la meilleure prévention, c'est de prévenir ou de bien prendre en charge ça.
vous le prenez en charge, un malade hypertendu. Il se traite régulièrement, il voit son médecin régulièrement, la tension est normalisée, il prend régulièrement ses antihypertenseurs. Un malade diabétique, pareil. Un malade qui est obèse fait un régime pour revenir à une situation normale. Tant qu'on le fait régulièrement, ça permet de prévenir l'AVC. C'est très simple. Un point c'est tout. On a vraiment des difficultés. Alors, c'est vrai que la tension, l'HTA, c'est une maladie chronique. Il faut expliquer quotidiennement aux malades qu'il faut un bon suivi pour prévenir ces complications-là. Mais des fois, vous avez un malade qui, vous commencez à suivre, vous avez bien expliqué la situation. Après, vous les perdez de vue 3 mois, 4 mois ou 1 an. Il ne prend plus son traitement, il vous revient avec son AVC. Alors qu'il aurait fallu juste de suivre. Ça, c'est pour les malades qui se connaissent déjà, hypertendus, diabétiques ou qui ont des situations à risque d'AVC. Maintenant, pour les autres, il l'a dit tantôt, au Niger, on ne se suit pas. Je suis sûr que la majorité d'entre nous ne connaissent même pas est-ce qu'ils sont en situation d'hypertension ou pas, ou bien s'ils ont une hypercholestérolémie ou pas. On part consulter que quand ça ne va pas. Oui. La tension, de temps en temps, il faut la contrôler. Merci. Merci Seydou. Monsieur Al-Bachir et Yacouba, quels sont les comportements à risque et ceux qu'il faut favoriser? Ok, c'est qu'il faut favoriser, mes prédécesseurs ont dit cela, mais j'avoue que pour le cas spécifique de l'hypertension artérielle, qui est cette maladie chronique, qui, bien entendu, a vraiment une incidence assez élastique, c'est plus une maladie liée à notre comportement que tout autre. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir un malade qui consulte le service ORL pour un cas d'épitaxis. Il saigne du nez, on le réfère pour faire le tamponnement. Un adulte, vous lui posez la question suivante parce que c'est la première chose qu'il faut faire. Monsieur, vous êtes hypertendu? Il vous répond, je ne sais pas. À 50 ans, à 40 ans, vous lui demandez la dernière fois, même ceux qui savent qu'ils sont des sujets à risque parce qu'ils ont un père ou une mère qui lui-même est décédé d'une maladie cardiovasculaire, vous lui dites la dernière fois que vous avez contrôlé votre tension, c'est quand? La réponse est mitigée. Ça veut dire que les gens pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Alors que chaque famille, chaque adulte doit avoir son appareil pour apprécier la tension. Les valeurs normales sont connues, 12,8 ou si vous voulez 12,7, 13,8. Au-delà de ça, il faut déjà penser est-ce que ma tension n'est pas au-delà des chiffres normaux? À partir de 14,9, au-delà, vous êtes un hypertendu, mais c'est bien entendu des degrés. Mais j'avoue que souvent, les gens ne pensent pas à ça. Ailleurs, moi je connais, j'ai fait un peu le Mali, où tu vas voir les personnes à partir de 50-60 ans, chacun a son carnet, sur lequel c'est consigné chaque semaine. Il y a même des infirmiers qui font de ça une profession. Ils circulent de famille en famille pour prendre la tension, moyen une modeste somme de 500 francs. Pour dire qu'il y a un problème de suivi. Lorsque, à un certain âge, vous ne savez même pas que vous êtes hypertendu, jusqu'à ce que l'AVC tape à la porte, ce n'est pas bien. Voilà. Mais ce n'est pas fini. Maintenant, le problème, c'est le régime alimentaire. Vraiment, on refuse d'être discipliné. Oui. C'est vrai, c'est difficile pour un Nigérien, quand vous lui dites de ne pas manger le sel ou les arômes aujourd'hui, il va même te dire, viens me tuer avant la mort. Mais j'avoue, on est obligé de se discipliner pour qu'il y ait moins de conséquences. Les gens qui ont les gros moyens, qui mangent du n'importe quoi à n'importe quel moment, qui deviennent obèses, ils doivent faire le sport. Vraiment, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut s'appesantir pour qu'il y ait moins de cas d'AVC. Nous sommes donc au terme de ce forum du studio Kalangu sur les accidents vasculaires cérébraux AVC. Quelle prévention est prise en charge? Vous avez donc suivi l'intervention de nos invités par rapport à ce sujet, la prise en charge et les mesures préventives. Des mesures préventives qu'il faut nécessairement suivre pour éviter donc les AVC. Nous étions en compagnie de Diallo Mahamadou Ali,
Diallo Mahamadou est victime d'un AVC. Monsieur Al-Bachar Yakouba, membre du syndicat unique de la santé et de l'action sociale à SUSAS, et Seydou Moussa Youssoufa, médecin interniste. Merci donc de participer à notre forum. La technique Abdelkader Tchombiano et la réalisation Mustafa Ayou.